Ouais, alors, bien joué. 3 mètres de, de l'humour, de ce qui m'a influencé, même si je suis assez loin de leur style aujourd'hui. J'aime beaucoup Monsieur Manhattan et Benoît Poelvoorde pour ce qu'ils faisaient avec cet humour un peu décalé, un peu crado, belge. Coluche forcément pour sa liberté et sa liberté à tout niveau, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il ne s'est jamais laissé faire, quoi. Et Desproges pour le recul qu'il a sur tout ça. Il avait même à l'époque beaucoup de recul sur les Restos du Cœur. Il a un discours qui est assez intéressant là-dessus. Et que j'ai revu après avoir fait un sketch d'ailleurs sur ce truc des dons et des Restos du Cœur, etc. Donc très intéressant les trois, il faut absolument étudier ce qu'ils ont fait avant. Ouais, j'avais beaucoup de VHS, c'était les VHS jaunes, avec la couverture jaune avec des humoristes et je suivais un peu tout ce qui se faisait. Je me souviens même du spectacle d'Albert Dupontel, qui lui a décidé d'arrêter à un moment, à mon grand regret, mais il avait fait 2 spectacles qui sont extraordinaires. Ouais, c'est ça, on était dans 2 lycées différents en fait. Tierno Tune, metteur en scène, le mentor, c'est l'entraîneur, le sparring partner, il est un peu tout autour. Ouais, avec Tierno, on a évolué ensemble, à la fois dans la danse, bon lui il a continué vraiment et il en a fait vraiment quelque chose d'intéressant. Moi j'ai arrêté assez vite parce que j'ai vu que j'allais être à la traîne, c'était sûr. Mais on a évolué ensemble. Il est devenu metteur en scène avec moi et moi je suis devenu humoriste avec lui. Donc on a découvert un peu, on s'est fait une éducation culturelle mutuelle en fait. On n'avait pas les mêmes centres d'intérêt mais ils convergeaient. Et puis on s'est construit ensemble et aujourd'hui on continue encore à se construire et à progresser ensemble. Ah ouais, le théâtre de poche. Le théâtre de poche à Toulouse. Didier Albert, pour tous les Toulousains, allez voir ce qu'il fait. C'est le seul théâtre à Toulouse qui m'a vraiment donné ma chance. Je suis allé frapper à la porte d'à peu près tous les théâtres. Lui, c'est marrant parce que c'est un théâtre associatif qui ne présente que des pièces... il soutient les auteurs de pièces et souvent, c'est pas vraiment des pièces de comédie. Et il m'a fait confiance alors que c'était pas du tout sa tasse de thé ce que je faisais. Et il me l'a d'ailleurs fait comprendre au départ. On a joué, on a vécu des super aventures avec lui et surtout, il n'hésitait pas. Il était très franc, très direct et après chaque spectacle, il me faisait ses retours et j'ai essayé de retoucher pour le lendemain et ça m'a vraiment permis de beaucoup progresser, d'être dans un théâtre bienveillant comme ça qui soutient les auteurs et qui le fait parce qu'il aime ça plus que parce qu'il a besoin de faire tourner une entreprise. C'est un déclic de danse. En fait, il y a un passage dans la haine, peut-être 20 secondes, où on voit des breakers dans un hall et je me le remettais en boucle. Je me souviens que j'avais enregistré sur une VHS et je le remettais en boucle pour regarder ce qu'ils faisaient. J'essayais de les imiter et c'est comme ça que je me suis mis au break et après que j'ai essayé de persévérer un peu dans la danse de façon assez limitée, mais j'ai quand même rencontré Tierno et ça m'a beaucoup apporté, moi, la danse dans mon rapport à la scène. Non, c'est pas dans le début du film, c'est un moment où il passe dans un hall et qu'il y a des mecs qui s'entraînent au break. Oxmo Puccino, c'est l'inspirateur. C'est le mec que j'écoutais beaucoup à cette époque d'Opéra Puccino et même les albums d'après aussi. Je l'avais énormément dans les oreilles. Je me souviens de Cactus de Sibérie aussi, qui est un album énorme. C'est le premier en qui j'ai vu la classe urbaine. Il est urbain et il a la classe et il a cette verve qui pour moi est le renouveau de cet art urbain qui se disait très urbain et lui il a réussi à trouver un angle qui fait que ça devient quelque chose d'autre sans se dénaturer forcément et je pense que dans 100 ans, dans 200 ans on étudiera ces textes comme on étudie ceux de Molière aujourd'hui. Ce spectacle, il est difficile à résumer parce qu'il n'a pas vraiment de thème, c'est surtout des digressions de la pensée.
disons, c'est comme si je discutais avec quelqu'un et de sujet en sujet, on digresse, on digresse, on digresse. Et au bout d'un moment, on arrive à un endroit, on se dit mais où est-ce qu'on est parti? Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? On est passé par d'autres choses. Donc c'est un spectacle, je sais pas si ça se dit digressif. C'est un ensemble de pensées, contrairement à des spectacles que j'ai mis en ligne qui sont plus des thèmes. Celui-là, c'est vraiment plein d'idées réunies et on navigue entre tout ça, quoi. Moi, l'hypocrisie et la contradiction me fait rire. La mienne, mes contradictions, mes hypocrisies, celles des autres, celles de la masse aussi, c'est quelque chose qui est pour moi une source d'humour sans fin. Parce qu'en fait, c'est comment l'humain s'oppose à ses idéaux et à son naturel. Il a un naturel, enfin, il a des réflexes, des envies, des désirs que parfois il n'ose pas révéler. Et il a ses idéaux, ce vers quoi il aimerait aller ou ce qu'il aimerait être. Ça crée des paradoxes et des conflits en lui qui, moi, me font beaucoup rire. Ouais, alors, bien joué. Le début vraiment de mon chemin vers le fait d'être un humoriste, j'étais dans le bus avec ma femme et on discutait de la copropriété parce qu'on était on n'était pas propriétaire, on était dans un immeuble où il y avait des copropriétaires. Et quand on discutait avec eux à propos de leurs problèmes et tout, ça nous faisait beaucoup rire parce qu'ils avaient toujours des problèmes qui ne servaient pas à grand chose. Et en fait, on a commencé à parler de ça et j'ai commencé à partir en impro en imitant un des copropriétaires. Ça l'a fait beaucoup rire. Elle a dit il faut absolument que tu l'écrives. Je suis rentré chez moi, je l'ai écrit. J'ai joué ce sketch une seule fois, j'ai fait un gros bide, mais vraiment un gros bide. Je pense que c'était vraiment. C'était trop private pour ça, ou alors il n'y avait que des propriétaires dans la salle qui n'ont pas rigolé. Mais voilà, et donc ça m'a encouragé et ça a aussi donné à ma femme l'envie de m'encourager là-dedans. Et puis par la suite, elle m'a suivi et aujourd'hui, elle m'accompagne toujours dans cette aventure. Ouais, ça c'était drôle aussi. Ça m'a beaucoup apporté, n'empêche. J'ai fait mon stage de fin d'études dans une sorte de start-up. Je sais pas ce qui définit vraiment la start-up. Ça devait en être une qui faisait des MP3 permanents. C'est-à-dire que c'était des petits boîtiers sur lesquels il y avait un programme et que tu pouvais pas changer, mais qui était inclus dans ce boîtier. C'était pour les audio guides et pour d'autres choses. Ils cherchaient des nouveaux débouchés et j'ai fait une étude donc sur les évangélistes, une étude de marché sur les évangélistes aux États-Unis pour savoir si ça pouvait être intéressant de faire des petits lecteurs MP3 qui récitent la Bible. Alors j'ai pas encore eu le temps d'écouter, mais on m'en a beaucoup parlé. On m'a dit ça devrait te plaire, ça devrait te plaire, ça devrait te plaire. Et en fait, comme souvent quand on me recommande des trucs, je les note quelque part et après j'oublie de le regarder. Mais en effet, il faut absolument que j'écoute. C'est aussi une inspiration. Moi, je faisais du foot quand j'étais petit. C'est encore une fois une espèce de personnalité à côté, quoi. J'avais vraiment l'impression qu'il était à côté du foot. Et à la fois, même dans sa façon de jouer, il y avait des inspirations parfois. Tu te disais comment il avait pu avoir cette idée et d'où ça vient, cette espèce d'inspiration. Parce que tu peux t'entraîner toute ta vie et jamais avoir ça. Et même, il prenait pas l'avion. Donc ça lui a fait rater des Coupes du Monde. Et voilà, j'avais l'impression qu'il était à côté du foot. C'était quelqu'un qui jouait au foot, mais on a l'impression que, dans sa façon de jouer, on a l'impression que qu'il rêvait à autre chose quand il jouait, et puis d'un coup il faisait quelque chose, et voilà. Donc moi j'aimais beaucoup ce joueur, parce qu'il y avait aussi ce calme qu'il avait, qui dès que t'es calme, en foot, t'as un peu la classe, quoi. C'est plus fort que ce que tu peux écrire. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'était vraiment plus fort que ce que tu pouvais écrire. C'est pour ça que dans le format du sketch que j'avais écrit sur la Terre plate, je rajoute quelque chose à chaque fois. Je dis le commentaire et après, j'essaie de l'encourager dans son truc et j'essaie d'aller encore plus loin dans cette logique-là pour m'engouffrer là-dedans, parce que sinon j'aurais aucune valeur ajoutée en tant qu'humoriste et il suffirait juste de dire le commentaire pour faire rire les gens. Donc j'essaie de l'écrire de sorte que je puisse apporter quand même quelque chose et que j'ai une valeur ajoutée. Mais ce qui est dur aussi, c'est de le lire en fait, c'est de voir ce qui est dit, de voir
les documentaires sur des gens qui inversent tout dans leur manière de raisonner en fait. Et c'est flippant parce qu'ils arrivent à créer une science illogique en fait. Donc ils arrivent à créer quelque chose qui est illogique, mais ils le font tellement bien qu'ils peuvent te faire croire que c'est logique alors qu'ils oublient des paramètres. Il y en a plein qui utilisent ça et ça peut être bien plus grave. Là, la Terre plate, on en rigole, mais il y en a plein qui utilisent cette manière de raisonner. Ils partent de ce qu'ils croient et ils considèrent que ce qu'ils croient c'est vrai, donc ils vont essayer de faire converger toutes les preuves pour prouver ce qu'ils croient. J'en ai parlé aussi avec Zemmour, qui utilise des faux syllogismes pour faire croire à ce qu'il dit et donc on a l'impression qu'il y a une rigueur scientifique alors qu'il n'y en a pas du tout. Bah c'est quand même le rappeur américain qui veut c'est B.O.B. non? Ah oui, c'est B.O.B. Qui veut créer un satellite pour vérifier que la Terre est ronde alors que... pardon, il veut prouver que la Terre est plate et il veut créer un satellite pour ça. Sauf que le principe du satellite fonctionne que si la Terre est ronde et qu'il y a une gravité et que le satellite peut tourner autour de la Terre. Et c'est même le mot satellite veut dire ça. Donc c'est quand même extraordinaire. Ser et Star. Ouais, ça c'est en fait, c'est une blague dont je me souviens, c'est une blague involontaire dont je me souviens quand on me dit « Ah, est-ce que tu étais un bout en train à l'école et tout ?» Pas vraiment, j'étais pas vraiment un cancre, mais j'aimais bien rebondir sur ce que disaient les profs. J'essayais de participer à la leçon de manière assez humoristique. Et je me souviens donc d'une prof d'espagnol qui nous disait en espagnol qu'il y avait ser et estar à pas confondre et qu'il y a des choses qui s'utilisaient quand on était vraiment seul. Enfin, je me souviens plus exactement de l'exemple, mais elle dit, bon, par exemple, si vous êtes sur une île déserte et que vous êtes tout seul et que vous avez toujours été tout seul de toute votre vie, je sais plus, il fallait utiliser l'un ou l'autre, il y avait un exemple comme ça. Et moi, j'ai levé la main et je lui ai dit, comment on peut être tout seul toute sa vie, puisqu'il a fallu naître à un moment. Donc il y a forcément eu un moment où on était deux. Et ça l'a fait marrer, ça a fait marrer la classe. Peut-être que ça illustre bien ma manière de faire des blagues, c'est-à-dire de retourner une situation, de la rendre un peu absurde. Cette situation n'existe pas, c'est pas vraiment un raisonnement, mais voilà, et l'idée c'était aussi de faire marrer la prof, enfin de pas la contredire, mais d'essayer d'aller dans son sens en posant une nouvelle question, quoi. Merci beaucoup. Avec plaisir.